Téléspectateurs des régions de Ségou et de Dioïla, merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Ce soir, nous recevons un ancien général de l'armée malienne, aujourd'hui converti en politique. Il est le président de la Ligue démocratique pour le changement, ou LDC. Vous l'aurez compris, nous recevons pour vous le général Moussa Sinko Koulibaly. Monsieur Koulibaly, merci de cette comparution devant le grand jury. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'être avec vous. Et je suis à disposition pour répondre à vos questions. Justement, avec moi pour vous poser des questions, Abdraman Keita du journal Les Témoins. Bonsoir Abdraman. Bonsoir. Si vous permettez, je vais présenter Chana. Allez-y, allez-y. Chana Takiou qui signe son retour. Son grand retour, avec un accoutrement qui ressemble à tout cas à celui du roi marocain. Un accoutrement qui est déjà indicatif de sa provenance. Là, Chana Takiou, merci d'être parmi nous ce soir. Merci Barou, un grand plaisir de vous rejoindre ce soir. Okay. Et je suis Oumar Bessidibé pour ceux qui nous suivent sur d'autres canaux, la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Monsieur mon général, votre observation sur la composition du jury devant vous juger ce soir. Le jury me convient parfaitement. J'espère que on va pouvoir développer des sujets qui intéressent les Maliens ce soir. Donc je suis là pour ça et j'espère qu'on va parler du Mali, des problèmes des Maliens et surtout proposer les solutions que la Ligue démocratique pour le changement est en train de développer pour les Maliens à l'intérieur du Mali et à l'extérieur du Mali. Abdraman Keita, qu'est-ce que vous attendez du général? Bon, le général, si je puis me permettre, oui. Je pense qu'il a observé ce que je peux appeler une sorte d'hibernation médiatique. Hibernation médiatique, je pense que pour quelqu'un qui a pris l'engagement, qui a pris date avec les questions de la nation, il a des explications à nous donner par rapport à tout ce qui s'est déroulé entre-temps, puisque lui-même il vient de le dire qu'il se prête à ces questions. Donc je pense qu'aujourd'hui il sera en séance de rattrapage par rapport à toutes les grandes questions sur lesquelles on ne l'avait pas entendu. Et là, Chana. Oui, vous avez parlé tout à l'heure d'un ancien général, mais toujours général, qui s'est mué en politique. La dernière fois où il avait quitté ici, il s'est comporté en vrai général. La grande muette qu'on a vu ici, parce qu'il n'a pas répondu suffisamment à nos questions. Il a dévié, évité, esquissé certaines interrogations. Esquivé certaines interrogations. Je pense qu'aujourd'hui, aucune question ne sera esquivée, mon général. Vous n'êtes plus de la grande muette, mais vous êtes un politique. Un politique doit clairement exprimer ses opinions. Je dis bien clairement exprimer ses opinions, et c'est ce que j'attends de mon général aujourd'hui. Première question de généralité. Qu'est-ce qui explique les raisons de votre retraite sur les écrans, dans les colonnes des journaux, votre retraite médiatique? Vous savez, quand on propose des solutions aux Maliens, ça ne se fait pas seul. Quand on construit un mouvement politique, ça ne se fait pas seul. Il y a eu un moment où j'étais très présent sur les plateaux, sur les médias, mais on est en train de construire un mouvement. Et à l'intérieur du mouvement, je ne suis plus le seul pour exprimer de cette façon, le seul à porter le message. La Ligue démocratique pour le changement a été présente pendant toute cette période, que ce soit ici à Bamako, que ce soit à l'intérieur du pays. On a formé beaucoup de gens qui portent désormais le message. Nous croyons forcément, nous croyons à la force de l'équipe que nous sommes en train de mettre en place. La Ligue démocratique pour le changement, ce n'est pas le général Moussa Sinko Koulibaly, c'est toute une équipe qu'on est en train de former et qui porte désormais le message. Et c'est ça qui est important pour nous. Donc pendant toute cette période, on a eu des gens qui sont passés sur les plateaux, qui sont moins connus que moi, mais qui portent aujourd'hui valablement le message de la Ligue démocratique pour le changement. Donc ce qui fait que j'ai pris du temps à sillonner l'intérieur du pays, à rencontrer les gens, à comprendre davantage ce qui se passe à l'intérieur du pays. Donc le travail de communication se faisait, peut-être pas par moi, mais se faisait de façon aussi efficace. Et d'ailleurs, je m'en réjouis énormément. Au-delà de votre absence sur les médias, votre mouvement, le mouvement du M5 RFP, vous étiez aussi actif dans ce mouvement.
Mais aujourd'hui, vous êtes quasiment, en tout cas, absent dans toutes les réunions du M5, par exemple. Comme j'ai dit, peut-être que physiquement absent des réunions, mais j'ai mes représentants qui participent à chaque fois que l'occasion se présente à toutes les activités, que ce soit du M5, que ce soit de Espoir Mali-Croix. Mais bien évidemment, nous travaillons d'abord au sein de la Ligue démocratique pour le changement. Donc c'est ce qui est important pour nous. Parce que quand vous parlez de M5, il y a eu d'abord la Ligue démocratique pour le changement. C'est ce qui a donné, en plus d'autres mouvements, naissance à Espoir Mali-Croix et aussi plus tard au M5. Donc nous pensons que le fondement de tous ces mouvements, c'est les associations et les partis politiques qui ont donné naissance à ces mouvements. Donc il faut continuer à renforcer ces partis politiques. Allez-y, Chana. Oui, mon général, vous avez été général à un jeune âge, oui. Parce que vous voyez, et beaucoup envié votre âge au moment où vous avez eu les canons de général. Mais subitement, vous avez démissionné de l'armée parce que vous pensez, vous croyez que vous avez un destin national. Vous avez démissionné de l'armée pour faire de la politique. La question que j'aimerais me poser, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous n'êtes plus général, vous n'êtes pas fonctionnaire de l'État. Et quelle activité pratiquez-vous en dehors de la politique? Est-ce que ce sont les travaux champêtres? Qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous tirez l'essentiel de vos revenus aujourd'hui? C'est une excellente question. J'ai décidé de me mettre au service des Maliens. J'ai eu la chance que beaucoup de Maliens n'ont pas, qui n'était pas un droit, qui est un privilège. J'ai été général de cette armée, de notre armée. J'ai été ministre de la République, j'ai été directeur, j'ai occupé de hautes fonctions. Et ça, beaucoup de Maliens, malheureusement, n'ont pas cette chance. Et aujourd'hui, j'ai décidé, puisque j'ai eu cette chance, de pouvoir me battre pour les Maliens qui n'ont pas eu cette chance, pour pouvoir donner cette chance à tous les Maliens. Aujourd'hui, je ne me soucie pas de savoir combien je gagne ou combien je ne gagne pas. Quand on veut se battre pour les autres, il faut accepter de faire des sacrifices. Et aujourd'hui, j'aimerais faire ces sacrifices pour les autres. Parce que, comprenez que d'autres se sont battus pour que moi je puisse aller à l'école publique. D'autres se sont battus pour que, au niveau de l'armée, on ait les meilleures conditions pour pouvoir évoluer à l'intérieur. D'autres se sont battus pour que, à différents moments, on ait accès à différents services. Donc aujourd'hui, je pense que je reste encore un privilégié parmi les Maliens. Je ne me plains pas du tout. Je pense que je suis parmi les Maliens qui ont eu le plus de chance dans leur parcours. Donc aujourd'hui, si je peux me sacrifier... Vous vivez de votre économie, finalement. Vous ne répondez pas à mes questions. Oui. À mon avis, aujourd'hui... Ma question, parce que vous tirez l'essentiel de vos revenus aujourd'hui pour pouvoir vivre, animer même votre formation politique. Pour la formation politique... Pour vous d'abord, en tant que leader, Maître Tal, on sait qu'il est avocat, il a un cabinet. Oui. Tous les autres, Choguel, on sait qu'il a été un grand commis de l'État. Vous avez une retraite, c'est vrai, modeste, peut-être que vous n'avez même pas commencé à toucher cette retraite. Vous vivez de quoi aujourd'hui? Vous avez répondu, non, vous avez répondu à la question. Vous avez dit que je touche une retraite, certes modeste, mais j'ai dit, même avec vous avez commencé à la toucher? Avec cette retraite. J'ai dit, est-ce que vous avez commencé à la toucher? Parce qu'il faut un certain âge pour pouvoir toucher la retraite. Est-ce que vous avez commencé à toucher cette retraite de général? Oui. Avec cette retraite, que vous qualifiez de modeste, qui est un grand effort fourni par l'État malien pour payer ces anciens militaires, les anciens généraux, je pense que je reste encore parmi les privilégiés de la République. Donc j'ai pas à me plaindre, Donc aujourd'hui j'ai envie plutôt de servir la nation, de me battre pour les autres. Et en fait, je ne me soucie pas aujourd'hui beaucoup du côté matériel de ce que je vis actuellement. La question est répondue. Non, je ne pense pas que la question soit répondue. Pour vous, personnellement, si. Peut-être que cette retraite suffit. Mais tout le monde sait combien les chefs de parti, les présidents de parti, sont le recours pour le moindre besoin des formations qu'ils animent. Je dis, je ne sais pas, je suppose que votre retraite ne suffit pas pour animer et soutenir un parti politique, d'autant plus que les partis politiques depuis combien d'années ne bénéficient même pas de l'aide publique, des financements publics. Et comment est-ce que ça se passe chez vous? Et je suis sûr que vous vivez la même chose que tous les chefs de parti qui sont le recours au moindre besoin. Comment est-ce que non, pas du tout. La Ligue démocratique pour le changement, c'est d'ailleurs
une des spécificités de notre mouvement, on veut construire un vrai parti. La Ligue démocratique pour le changement, ce n'est pas le général Cinco. La Ligue démocratique pour le changement, ce sont les militants, les sympathisants. Donc la contribution des militants et des sympathisants suffisent pour animer la Ligue. Les besoins des partis politiques sont infinis. Nous faisons la politique de nos moyens. Il y a des cotisations, nous recevons des ressources, nous avons des facilités qui sont mises à notre disposition par les sympathisants des militants et nous faisons la politique de nos moyens. Et on a des besoins qui sont énormes, nous cherchons toujours à les satisfaire, mais aujourd'hui, nous fonctionnons très bien, nous avançons très bien. Depuis qu'on a commencé, on n'a pas eu de difficultés particulières. Ça ne veut pas dire qu'on roule sur de l'or, mais aujourd'hui, on arrive à lever suffisamment de cotisations et suffisamment de facilités mises à notre disposition pour nous permettre de fonctionner à travers l'étendue du territoire national, à travers tout le Mali et même en dehors du Mali. Non. C'est très sérieux la question. Parce qu'aujourd'hui, penser qu'on va fonctionner, notre démocratie doit fonctionner comme ça a été le cas et qui n'a pas donné un grand succès, quelqu'un qui vient, qui a de l'argent et on ne sait même pas d'où vient l'argent et qui finance des clubs qui ne sont pas des partis politiques. Nous, on veut construire un parti politique avec une vision, avec un projet de société, qui repose sur les gens qui croient à ce que nous développons au sein de ce parti politique et qui contribuent financièrement, matériellement, qui prennent leur temps pour animer le parti. Ils font pas ça pour moi, ils font ça pour la vision que le parti a, ils font ça pour l'idéal de changement que nous essayons de mettre à la disposition des Maliens et ils sont là tous les jours, sans exception. La singularité dont vous avez parlé ne se manifeste pas, ne se voit pas, c'est autre chose. Parce que je vous ai entendu dire sur les médias, en septembre dernier, que vous êtes candidat. Alors même que la candidature n'est pas passée, par exemple, par des instances quelconques du parti, ouais. Puisque si cette singularité doit se refléter également par les modalités de choix du candidat, alors que votre candidat regorge, votre parti, je suppose, regorge d'autres personnalités qui peuvent aspirer également au même privilège d'être candidat. Je ne vous en veux pas si vous ignorez les modes de fonctionnement de notre parti politique. Ça se comprend, il y a plus de 250 partis politiques au Mali, donc comprendre les mécanismes de fonctionnement de tous ces partis, c'est un peu difficile. Mais nous avons un règlement intérieur, nous avons des statuts qui ont été parfaitement respectés, parce qu'on était à la veille d'une élection présidentielle qui était programmée pour la fin des 18 mois de la transition, et le mécanisme à l'intérieur est parfaitement fonctionné pour désigner les candidats à l'élection présidentielle. Vous disiez tantôt que votre absence sur la scène médiatique avait été comblée par vos gens, mais ces gens n'ont pas été tellement audibles sur les grandes séquences que le pays a connues. Il y a eu beaucoup de péripéties que le pays a traversées, des épisodes sur lesquels on aimerait entendre vraiment une ligue qui se dit démocratique et qui aspire au changement pour les Maliens. Est-ce que ça veut dire que vous êtes indifférent ou bien est-ce qu'il y a une certaine prudence que vous observez par rapport à toutes ces questions-là? Vous savez, nous on a été présents sur la scène longtemps avant beaucoup d'acteurs qui sont actuellement présents sur la scène. Nous avons eu des positions, nous avons gardé ces positions tout le long du mouvement M5 et nous gardons les positions actuellement. Nos positions n'ont pas changé et chaque fois qu'on a été invité à participer à des activités, ateliers, séminaires ou à être sur les plateaux, nous avons accepté avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir pour expliquer nos positions. Et je peux vous dire, même si demain, après-demain, vous avez besoin que sur les différentes thématiques, que des représentants, des experts de la Ligue démocratique... Il y a d'autres formes d'expression. Les communiqués, les autres là qu'on voit, les partis... On va vraiment évoluer. Allez-y, Chana. Mais on n'en a pas vu pour la Ligue. Mon général, oui. Abdraman vient de souligner un aspect très important, votre silence. Silence apparent. Votre recul, depuis un certain temps, depuis que le Mali est dans une zone de turbulence, certains expliquent ça, cette situation par votre proximité avec Paris. Parce que lorsque vous étiez général, ministre de l'Intérieur, et surtout lorsque vous dirigiez l'école de maintien de la paix, vous étiez parmi les enfants chouchous, tu m'excuses un peu de l'expression, de Paris. Vous avez assez de financement et certains pensent que même c'est Paris qui vous a poussé à démissionner, à être candidat parce que vous étiez bien apprécié dans les chancelleries occidentales. Est-ce que ce n'est pas la brouille entre le Mali et Paris qui a expliqué un peu votre recul, voire votre silence? Dans une émission aussi bien écoutée que le grand jury, sur une chaîne très sérieuse comme Renouveau,
je pense que ceux qui nous regardent aujourd'hui veulent vraiment qu'on parle du Mali et des problèmes du Mali, pas de la personne du général Cinco, parce que heureusement je suis suffisamment connu au Mali et j'ai suffisamment répondu à ces questions, et honnêtement, pour le respect qu'on a pour les millions de téléspectateurs qui nous regardent ce soir, j'aimerais qu'on parle de leurs problèmes et non parle de moi. Aujourd'hui, parle de moi. Et dans la situation, on ne parle pas de vous. Le Mali est dans une zone de turbulence. Oui, le Mali est en froid avec Paris. Et par ailleurs, on connaît bien vos relations avec Paris et dans les chancelleries occidentales. Un froid qui a des répercussions sur... Donc, et durant cette période-là que vous êtes devenu muet, c'est une question que je vous pose. Mon général, répondez-moi. Ce que nous nous proposons au niveau de la Ligue démocratique pour le changement, pour être clair et précis, nous proposons la coopération avec tous les pays du monde. Tous les pays du monde. Voilà. Nous n'avons aucun problème particulier avec un pays. Nous voulons la coopération gagnant-gagnant avec tous les pays, y compris la France, bien évidemment, puisque c'est ce que vous posez comme question. Aujourd'hui, nous défendons les intérêts du Mali et je pense que le Mali doit rester, c'est ça notre position, un pays ouvert, travailler avec la CEDEAO, travailler avec les pays voisins, travailler avec les autres pays, y compris la France, bien évidemment. Mon général, vous êtes un général de l'armée. Le Mali vibre aujourd'hui au rythme d'une transition menée par 5 colonels, j'imagine qu'ils sont vos frères cadets d'armes. Déjà, est-ce que vous êtes souvent consulté par, en tout cas, ces autorités militaires actuelles? Et depuis très longtemps, oui, j'ai exprimé ma disponibilité et à mettre à disposition la petite expérience que j'ai eue avant le début de cette transition. Et je reste encore disponible pour les autorités de la transition, pas seulement que les militaires, parce que heureusement, et même les civils aujourd'hui qui sont à la tête de la transition, j'ai été avec certains au sein du M5, mais aussi j'ai connu d'autres dans d'autres circonstances. Donc j'ai la chance d'avoir des relations privilégiées avec certains acteurs de la transition. Ils savent que je suis totalement disponible pour la transition et que je partage avec plaisir mes convictions et mon point de vue. Et tant que ça peut servir, je pense que voilà, c'est ce que je continuerai à faire. Est-ce que le colonel Goïta vous consulte de temps à autre? C'est ça la question. À quand remonte votre dernière conversation avec le colonel? Vous ne l'avez jamais rencontré, il faut dire les choses clairement. C'est pas ça la question. La question c'est qu'est-ce que j'apporte aujourd'hui à la transition, c'est ça. Et n'oubliez pas, cette transition, moi j'étais au boulevard de l'Indépendance le 5 juin. Absolument. Nous avons souhaité cette transition et nous nous sommes battus pour qu'il y ait cette transition. Donc cette transition, c'est notre bébé. Vous n'êtes pas dessus quand même. C'est notre bébé. Vous n'êtes pas dessus pour le La moment. transition suit son cours et nous voulons que on ait une transition suffisamment apaisée jusqu'ici. On aimerait que la suite de la transition soit aussi une transition apaisée, que ça puisse déboucher sur les réformes et aussi des élections qui permettent... On va dessus pour le moment. Vous n'êtes pas dessus. Vous êtes très satisfait de la marche actuelle de la transition. La question n'est pas C'est moi qui pose la question, oui, en général. Oui, je vais dire, aujourd'hui, on est dans une situation où certaines questions ont été abordées par la transition, certains problèmes sont en voie d'être résolus, et aussi, mais il reste beaucoup de difficultés. Je vais rappeler, quand j'ai démissionné et quand on a mis en place le mouvement politique et quand on est rentré dans la contestation, c'était pour la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, ça veut dire quoi? Nous avions compris et nous avons compris, et ça existe toujours, qu'il y avait un problème au niveau de l'éducation. Ces problèmes pour certains existent toujours. Il y a encore des dizaines de milliers d'écoles qui sont fermées. Il y en avait des problèmes de sécurité et aujourd'hui l'aspiration première des Maliens c'est la sécurité qui est la première liberté. Ensuite il y a des problèmes de santé, d'infrastructure, économie. Économiquement aujourd'hui le pays est presque à genoux. Donc tous ces problèmes existent encore. Donc ça veut dire que nous nous sommes battus pour quelque chose et nous allons continuer à nous battre pour ça. Il n'est pas encore réalisé, hein? Ah non, pour la plupart, les problèmes restent entiers. Moi, je vais spécifier, parce que vous avez parlé, effectivement, dans vos axes prioritaires, il y a la coopération. Et force est de reconnaître qu'aujourd'hui, c'est un domaine où ça prête
équivoque dans ce pays, avec Barkhane qui s'est retiré. Nous sommes en froid avec Barkhane, nous sommes en froid avec le G5, nous sommes en froid avec la CEDEAO. Est-ce que c'est encore équivoque alors? Oui, mais si, puisqu'il y a beaucoup de choses quand même. Nous ne sommes pas en froid avec la Russie. Ouais, bon, non, mais peut-être mais beaucoup de choses quand même. Pas la Russie. La Russie, c'est un singleton par rapport à la coopération multilatérale qui a Banque mondiale, FMI, Banque mondiale et beaucoup de choses autres là, puisque la coopération fait partie de votre axe. Est-ce que vous pensez que la trajectoire dans ce domaine que la transition a prise est la bonne? Et selon vous, en tant qu'homme de la sécurité, qui a eu à gérer la sécurité par le passé, quelle lecture faites-vous de cette situation-là? Qu'est-ce qui nous a mené à ça? D'accord. Il y a toutes ces difficultés, mais d'abord, je me réjouis du fait que il y a le dialogue qui continue avec toutes ces institutions. Avec le G5, on leur a dit de plier bagages. Récemment, il y a un dernier communiqué du gouvernement qui leur a appelant les militaires maliens, disant qu'ils n'ont plus le droit d'opérer au Mali. Barkhane, la même chose. Dans le communiqué qui dit qu'on se retire du G5, etc., je crois qu'il y a une dernière phrase qui dit qu'on aimerait continuer la coopération bilatérale avec ces pays. Ouais, voilà. Et alors donc ça veut dire qu'on reste en contact avec ces pays. Si la coopération bilatérale suffisait, on n'allait pas partir sur la voie d'une coopération multilatérale régionale. Non, chaque pays a sa vision des questions sécuritaires. Si aujourd'hui les autorités maliennes apprécient que le G5, d'ailleurs, elles n'ont pas dit les autorités maliennes que le G5 était une mauvaise chose. Les autorités maliennes ont dit que les règles du jeu ne sont pas respectées. Donc c'est quelque chose de différent. Peut-être que si les règles du jeu avaient été respectées, on serait aujourd'hui en train de coopérer au sein du G5 Sahel. Donc vous comprenez? Vous êtes du côté des autorités qui ont raison que les règles du jeu ne sont pas respectées selon nous disons, nous insistons, nous voulons pour la coopération avec tous les pays voisins, les pays au-delà, et en matière de sécurité, nous pensons que la solution doit être globale. Nous n'avons pas changé sur ça, nous n'allons pas changer sur ça. Nous pensons que les questions sécuritaires au Mali ne peuvent pas être réglées si nous restons fermés sur nous-mêmes. Donc nous voulons qu'on travaille avec les pays voisins, des pays qui ne sont pas des pays voisins, mais qui ont des rôles essentiels à jouer en matière de sécurité. En tant que spécialiste du domaine, comment voyez-vous les conséquences de cet état de fait? Comme je dis, il n'y a pas de rupture avec ces pays. Nous allons continuer à travailler avec ces pays. Moi, je souhaite, et c'est ce que les autorités ont dit. Mais Barkhane s'est retiré. Les dernières bases sont en train de retourner à l'armée malienne. Takuba, on l'a refoulé. Et aujourd'hui, on est en train de refuser que Barkhane encadre même l'aménagement. Il y a peut-être même une bruit en vue avec l'aménagement. Vous ne pouvez pas me dire quand même que c'est ce que vous êtes en train de dire est la bonne lecture de la chose. Nous proposons comme solution, oui, c'est ce que je dis, et j'insiste là-dessus, que la solution doit être globale. Nous proposons la coopération sécuritaire, d'abord avec les pays voisins, et au-delà. Ok? Nous pensons que le partenariat militaire, la coopération militaire avec d'autres partenaires peut nous aider à sortir de cette crise. Et nous voulons la Russie, et nous voulons continuer à travailler avec la CEDEAO, à continuer à travailler avec l'aménagement. Barkhane n'est plus là, je pense que la question ne se pose plus. Il faut réfléchir à d'autres solutions. Et c'est ça qui nous permettra aujourd'hui de gérer les questions sécuritaires. Avant de passer la parole à... l'isolement n'est pas une solution. D'accord. Voilà. On parle de montée en puissance de l'armée, les autorités en parlent, les citoyens lambda en parlent. Quel est le regard d'un général que vous portez déjà sur cette question de montée en puissance? Quand est-ce qu'on dit qu'une armée monte en puissance, mon général? C'est tellement relatif. Ça dépend de chaque pays, ça dépend des objectifs qu'on se fixe, ça dépend d'où on part. Et c'est tellement relatif. L'idée derrière, c'est qu'on est en train d'améliorer par rapport à ce qui se faisait et qu'il y a des succès sur le terrain. Et c'est tant mieux. Et je félicite, c'est l'occasion de féliciter tous les hommes et toutes les femmes qui sont sur l'uniforme, mais aussi de rendre hommage à toutes les victimes de la crise que nous vivons depuis un moment, et aussi d'avoir une pensée pour les blessés et aussi tous ceux qui sont déplacés ou qui sont réfugiés dans les pays voisins. Et ceci dit, c'est une excellente chose qu'on ait une armée.
qui se remobilise, qui se reconstitue et qui se réconcilie avec la population malienne. Parce que il y a encore un moment, ce n'était pas le cas. Et aujourd'hui, je pense que, même si pour nous, au niveau de la Ligue démocratique pour le changement, la question ne s'est jamais posée si on soutient l'armée ou si on ne soutient pas l'armée. Et aujourd'hui, grâce à cette montée en puissance, l'armée s'est réconciliée avec la population. Et nous pensons que le soutien que la population doit apporter à son armée doit être un soutien constant. Pas seulement quand l'armée domine sur le terrain, mais même lorsque l'armée est en difficulté, et c'est surtout lorsque l'armée est en difficulté que le soutien doit être encore plus permanent. Donc pour moi, cette question de l'armée doit plutôt souder et fédérer les Maliens et non les diviser. Donc aujourd'hui, il doit pas avoir, on ne doit même pas se poser la question si on soutient l'armée ou si on ne soutient pas l'armée, si c'est une bonne chose ou si c'est pas une bonne chose que l'armée monte en puissance. Monsieur le Président de la Ligue démocratique, notre transition patine. Elle peine à réaliser les objectifs dont elle s'est fixée dès le départ. D'abord, elle a été incapable de respecter les 18 mois de transition sur lesquels les autorités ont juré. Ensuite, jusqu'à présent, nous ne savons pas le contenu de la transition parce que nous n'avons pas un chronogramme précis avec les conséquences que vous saviez et les sanctions de la CEDEAO, tout ça là. Quelle est votre lecture et vos propositions par rapport à la transition jusqu'à terme? Une transition, pour nous, par définition, c'est une courte période. Courte période. Une courte période. Qui doit, oui, je l'ai souvent dit et nous soutenons encore. Quand il y a eu la proposition des 18 mois au départ, et validée avec la CEDEAO, nous avons soutenu cette proposition des 18 mois. Et nous avions souhaité que la transition, à la fin des 18 mois, et qu'on ait eu des élections et voilà, mettre fin à la transition. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, on rentre dans une nouvelle phase. Les autorités ont proposé 2 ans. Je pense qu'il y a des discussions qui sont en cours avec la CEDEAO pour essayer d'avoir un compromis avec la CEDEAO. Mais avant ça, les assises nationales, je crois savoir, concernant la durée de la transition, que les participants ont proposé entre 6 mois et 5 ans, c'est ça? Donc les autorités ont choisi à l'intérieur, proposé 24 mois à la CEDEAO. Et j'espère que pour le prochain sommet, le 3, qu'il y aura un compromis avec la CEDEAO, et le compromis qui va être trouvé avec la CEDEAO, nous allons soutenir ce nouveau délai et travailler avec tous les Maliens pour que ce nouveau délai puisse nous permettre d'arriver à des élections transparentes et avoir des autorités élues. Vous pensez que c'est normal que la transition œuvre de façon cavalière? Vous êtes parti politique, vous n'êtes associé à rien, ni à la période des ans. Le chronogramme aussi, jusqu'à présent, nous n'avons pas entendu que les partis politiques soient invités à des échanges. Est-ce que vous appréciez cette méthode cavalière des autorités à faire tout sans, et peut-être contre les partis politiques? On ne peut pas faire la politique contre les partis politiques, ce serait une erreur. Je dis peut-être, c'est une question. Oui, je dis ce serait une erreur. Et je crois qu'il y a un cadre d'échange qui existe au niveau du ministère de l'administration territoriale. Ce cadre d'échange avec les partis politiques n'a pas disparu. Et ce cadre inefficace, et ces décisions ne sont pas acceptées par l'autorité politique, notamment par rapport à la CENI. Il y a un cadre de concertation, certes. Depuis un certain temps, ce cadre ne vit pas, et les décisions prises par ce cadre-là ne sont pas respectées au sommet de l'État. À quoi sert ce cadre alors? Je réponds au nom de la Ligue démocratique pour le changement. Je ne crois pas que je sois porte-parole du gouvernement. Donc ce que le gouvernement fait ou ne fait pas, je ne peux pas l'apprécier ou répondre de ça. Donc permettez-moi de dire que je pense qu'il y a un cadre d'échange qui existe, et je souhaite vivement que ce cadre, s'il y a des difficultés, nous, pendant très longtemps, pas depuis le début de la transition, chaque fois qu'on a été invité à participer aux échanges avec le ministère, nous avons été présents. Et on avait discuté de beaucoup de textes, notamment la loi électorale, etc. Un projet avait été adopté. Nous avons participé, et ce sera avec plaisir, si nous sommes invités, que nous allons participer pour permettre, parce qu'il n'y a pas d'issue
il n'y a pas de solution sans les partis politiques. Ça ne se fera pas sans les partis politiques. Si vous voulez organiser une compétition, vous n'allez pas ignorer les concurrents ou enfin les éventuels prétendants éventuellement au mandat de maire, de conseiller, de ceci et de cela. Ça ne peut pas faire sans eux. Et donc ce serait une erreur de penser qu'on peut évoluer et avancer sans consulter la classe politique et la société civile. Allez-y, je ne reconnais pas un peu le général, puisque quand je l'ai entendu parler de la durée de la transition, il avait bel et bien dit qu'au bout de 18 mois, si on ne passe pas le relais, la transition aura échoué. Oui. Est-ce que vous pensez clairement que cette transition a échoué? On a fixé une durée de... C'est qu'on s'était... Je pense que le Premier ministre, en faisant le bilan de la transition, quand il est passé, ou de la première phase de la transition, quand il est passé devant le CNT, je pense que le Premier ministre lui-même a reconnu les difficultés rencontrées et que on a été loin des objectifs fixés. Et donc pour nous, la transition devait se limiter à 18 mois et nous avons donc elle a échoué. Cette transition a échoué. Parce que vous avez dit clairement, cette transition, si au bout de 18 mois elle ne transmet pas à des pouvoirs régulièrement élus le pouvoir au bout de 18 mois, elle a échoué. Je soutiens que ce qui avait été fixé pour les 18 mois n'a pas été rempli. Donc dans ce cas, elle a échoué. Je soutiens que ce qui a été fixé pendant les 18 mois n'a pas été rempli. Mais vous avez soutenu par le passé qu'elle aura échoué. Ceci dit, comme j'ai dit, nous avons souhaité une transition et bien évidemment, dans toute chose, il faut une souplesse. Vous comprenez? Les transitions de 91, les transitions de 2012, à chaque fois, il y a des délais qui ont été fixés et il y a eu chaque fois un peu de rallonge par rapport aux objectifs. De façon consensuelle. Voilà. De façon consensuelle. Oui, elle ne pas le cas mais actuellement. vous avez eu à gérer les élections pendant une transition. Oui. Vous-même. Oui. Est-ce que vous pensez que cette transition rencontre plus de difficultés que vous n'en avez reconnu, vous n'en avez connu par le passé, pour que ça se prolonge de cette façon? Je pense que la question n'est pas comment faire les élections, n'est pas faire les élections en cette période. Je pense que la transition a dit il faut passer par des réformes, ensuite on va faire les élections. Alors vous avez dit non, que ce n'est pas une tâche dévolue à une transition. Je vous ai bel et bien entendu, vous avez dit les réformes, les défis ne peuvent pas. Une transition n'est pas la période la mieux indiquée pour reprendre vos mots, effectivement, pour relever les défis auxquels nous sommes rencontrés dans les réformes. Mais nous ne disons pas le contraire aujourd'hui. Nous maintenons les mêmes positions. Nous maintenons les mêmes positions. D'accord. En général, non, je ne peux pas terminer. Nous maintenons les mêmes positions. Nous, on aurait souhaité une transition de 18 mois, on l'a dit et on l'a défendu. Donc ce n'est pas une période indiquée pour les réformes. La transition, c'est pas la meilleure période, et surtout maintenant qu'on fait face à beaucoup d'autres défis. Par exemple, il y a un projet de révision de constitution. Honnêtement, nous pensons dans ce cas, cette différence que vous avez évoquée entre cette transition et la vôtre ne tient pas. Quelle différence? Vous avez dit les réformes, que la différence de cette transition, c'est les réformes. Or, vous ne défendez pas qu'une transition doit être le moins indiqué pour mener des réformes. Si la Ligue démocratique ne défend pas ces réformes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres personnes qui défendent ces réformes. Il a commencé le projet de constitution qui est important, qui est d'actualité. Votre position par rapport à ça. On va en parler. Vous avez organisé des élections. De très bonnes élections. De très bonnes élections. Je le reconnais. Oui. Donc, quand vous avez organisé des élections, tout le monde est unanime. La communauté internationale, tout le monde a été... Okay. Bon, il y a certainement des couacs. Au point que l'opposant principal est allé féliciter le gagnant. Ouais. Il y a eu certainement des couacs qui ne sont rien par rapport aux objectifs que vous avez atteints. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, là où nous sommes, il est de bon ton de lier les élections à un organe unique de gestion tel que... C'est surtout dans les soucis de moraliser les élections que le gouvernement semble faire le choix de l'organe unique. Vous pensez que l'organe unique... En tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, vous avez eu à gérer des élections sans ça, et des bonnes élections. Pourquoi aujourd'hui il nous faut forcément, selon vous, un organe unique? Je pense, et j'ai échangé avec beaucoup de responsables de haut rang de la transition. Je me suis prononcé sur cette question et de façon très claire.
J'ai été invité au Conseil national de transition pendant le mois de carême. Et malheureusement, je n'étais pas à Bamako, donc je n'ai pas pu participer à l'écoute par rapport au nouveau texte qui est en gestation au niveau du Conseil national de transition. Ma préférence, et je pense que c'est ce qui nous permettra d'avoir de très bonnes élections, c'est d'organiser l'élection avec le ministère de l'administration territoriale. Notre position est très claire. Je pense que le ministère sait organiser les élections, ça a été prouvé à différentes reprises. Et alors, dans le contexte actuel où on a beaucoup d'autres défis, je pense qu'il serait prudent et sage de ne pas aller vers un nouvel organe qui peut être problématique, qui peut être budgétivore, qui va être très très difficile à mettre en place, et avec un organe que personne ne pourra maîtriser avant d'aller à une élection importante pour l'avenir du pays. Je pense qu'il serait sage et prudent d'aller avec le dispositif qui est déjà en place. On peut toujours l'améliorer, on peut toujours changer certaines choses pour que éventuellement certains aspects soient mieux maîtrisés, mais je pense, et nous c'est notre point de vue et c'est notre position, que nous devons aller aux élections avec le ministère de l'administration territoriale. Cela ne veut pas dire que le projet d'organe unique ne doit pas être mûri et réfléchi et qu'on ne doit pas continuer à travailler sur cet aspect. Peut-être que dans un futur plus ou moins éloigné, on pourrait arriver ou souhaiter aller vers cet organe unique dans un environnement beaucoup plus propice à la mise en place d'un organe unique. Sinon, aujourd'hui, notre position est claire. Nous voulons une élection organisée par le ministère de l'administration. Merci beaucoup pour cette précision en détail et pour cette clarification. Il y a eu un décret qui comporte, comme l'a dit le professeur Sissoko, beaucoup de fautes avec un président qui va nommer des gens par arrêté, alors qu'un président c'est toujours par décret. Il y a une faute syntaxique aussi, tout ça. Bon, passons, c'est coquille, on les considère comme coquilles, ce qui n'est pas du tout acceptable à ce haut niveau de responsabilité également. Quelle est votre position par rapport à ce décret qui parle de nouvelle constitution, alors qu'il y a la disposition de la constitution, c'est l'article 52, j'espère, hein? 52. Alors que la charte ne parle pas de relecture de l'article 52, vous vous souvenez, les modalités de relecture qui dit pour aller vers une révision constitutionnelle, il faudrait concurremment au président de la République, aux députés, et qu'il faudrait que le territoire soit uni. Toutes choses qui ne sont pas aujourd'hui réunies. Les conditions. Votre position par rapport à ce décret, à son applicabilité? Le décret en lui-même, c'est pas ça le plus important, c'est l'esprit derrière. On veut soit aller vers une révision ou une réforme. Et en fait, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est précisé. Mais aujourd'hui, une nouvelle constitution. C'est plus compliqué que ça. Voilà. Donc le décret n'est pas, voilà, on peut comprendre de différentes façons. La lecture de la situation que nous avons, nous pensons que, en fait, que le processus démocratique, le modèle démocratique qu'on a essayé de mettre en place en 91, cette transition qui a commencé en 91, pour nous, ça continue toujours. On est en train d'aller vers un modèle démocratique et on n'a pas encore trouvé notre chemin, les Maliens. On a fait des élections, on refait des élections, on a mis en place des institutions, on a des textes. En fait, la constitution actuelle, le texte fondamentalement n'est pas mauvais, il est même très bon. Donc, on n'a pas en tant que tel un problème de texte. Il n'y a pas urgence à changer les textes. Il y a urgence plutôt à comprendre pourquoi les textes ne fonctionnent pas. Pourquoi les textes ne sont pas appliqués. Pourquoi les institutions qui sont chargées de faire fonctionner la démocratie n'arrivent pas, ces institutions, à jouer leur rôle. Quand on prend un exemple récent, la Cour constitutionnelle, quand il y a eu les manifestations, il y a eu des élections, ensuite il y a eu la contestation. Une institution qui est supposée être indépendante, avec des textes et avec toutes les garanties, cette institution n'a même pas été capable de se sauver elle-même et encore moins de servir de verrou et de garant pour la stabilité de nos institutions. On a vu la catastrophe que ça a donné. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut refaire l'analyse depuis 91. En fait, on est toujours en transition. On a quitté un modèle, entre guillemets, qui a été appelé dictatorial, et on est en train d'aller dans une transition vers un modèle dit démocratique. Est-ce que c'est parce que le modèle est inadapté, ou est-ce que c'est parce qu'il
il n'y a pas eu suffisamment d'explications et d'éducation envers la population, qu'est-ce qui ne marche pas? En très peu de temps, on a eu beaucoup de coups d'État, on a eu juste un président qui a été élu, qui a rendu le pouvoir aussi par élection à un autre président, ça s'est limité à ça. En termes de bilan, c'est excessivement faible. Est-ce que c'est parce qu'on a besoin de plus de temps pour construire notre démocratie? La question se pose, il y a multiples questions. C'est pourquoi aussi nous, l'approche que nous avons, c'est pas d'être collé à l'actualité, c'est d'avoir le recul nécessaire pour permettre de comprendre ce qui se passe dans notre pays. Ce n'est pas de désigner les coupables, qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, mais la globalité, avoir le jeu au complet. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi les institutions ont des difficultés? Quand on voit l'Assemblée nationale, pendant très longtemps, un autre exemple aussi, l'accord d'Alger. L'accord a été signé, et voilà. Après, on s'est rendu compte qu'il y a une Assemblée nationale qui devait poser des questions au gouvernement pour savoir quel est le contenu de cet accord. Donc, à différentes étapes, les choses n'ont pas marché. Est-ce qu'il faut continuer dans ça? Je pense que non, ça demande des réflexions. Donc, ce qui fait que nous, on ne veut pas qu'on aille précipitamment vers un changement de constitution. Donc, on veut qu'on donne le temps au temps, qu'on comprenne exactement, qu'on ait des analyses. La construction d'une nation, c'est pas une course de vitesse. C'est des générations qui se battent, qui ajoutent chaque fois une pierre à l'édifice pour pouvoir construire quelque chose de solide. Donc, nous pensons aujourd'hui qu'on a besoin encore de temps pour analyser, pour comprendre pourquoi nos institutions ne marchent pas. Or, comme j'ai dit, on a les textes, les textes n'ont pas de problème, la rédaction des textes. Avec le recul, actuellement, après tant d'années de recul, depuis 12 ans que vous êtes sur la scène, bien 10 ans que vous êtes sur la scène publique, est-ce qu'avec le recul, vous n'avez pas compris qu'il ne fallait pas des coups d'État pour plonger le pays dans des ruptures institutionnelles pour régler tous ces problèmes-là? Puisque les coups d'État ne font que nous prolonger davantage dans cet engrenage. Oui, mais si vous ne prenez pas d'analyser pourquoi il y a les coups d'État, pourquoi on est arrivé à des coups d'État, vous n'aurez jamais de solution. Le simple fait de dire oui, c'est pas bon. On a mis dans la Constitution que le coup d'État est un crime imprescriptible, mais ça n'a rien changé. Ça n'a pas empêché les coups d'État. Donc il faut chercher à comprendre. Il faut, c'est-à-dire qu'il faut se détacher. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on ne sanctionne pas les militaires fautifs que les coups d'État continuent? Est-ce qu'on a les moyens de sanctionner les militaires fautifs? Pourquoi pas? Parce qu'on n'a pas, moi je l'interroge, on n'a pas des institutions fortes. Oui. On n'a pas des institutions fortes. Si nous avons des institutions fortes, le coup d'État serait un crime prescriptible. C'est pourquoi je parle de moyens. Non, il s'agit par le jeu des institutions de prévenir et d'empêcher les coups d'État. Sinon, tant que c'est l'idéal, tant que le fonctionnement des institutions le permet, il y aura toujours, à un moment ou à un autre, cette situation qui va se présenter. Quelle balise y a-t-il de plus que de mettre dans la Constitution que c'est un crime imprescriptible? Moi, je ne vois pas le balise qu'on puisse mettre interinstitutionnel qui puisse empêcher, si vraiment on veut faire un coup d'État, si la volonté est là de faire un coup d'État, qui puisse l'empêcher. Ben, écoutez, si vous ne gardez pas votre maison et que vous mettez juste sur la porte interdit aux voleurs, à mon avis, ça ne suffira pas. Mais qu'est-ce qu'on a comme interdit aux voleurs, même si vous gardez votre maison, si quelqu'un vient qui est plus fort et qui a des armes beaucoup plus sophistiquées que les vôtres, il va vous dégager de la porte. Ça paraît de la maison. Imaginez si vous vous contentez seulement de mettre un écriteau pour dire oh oui, interdit aux voleurs, vous pensez que ça suffira? Non, ça ne suffira pas. Donc, j'ai dit, on n'a pas un problème de texte, mais pourquoi les institutions ne fonctionnent pas? Est-ce que c'est parce que nous-mêmes, on n'a pas pris le temps de comprendre l'esprit de ceux qui ont rédigé ces textes en 91? Et peut-être qu'on a juste regardé la lettre de ces documents et après, ça ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de questionnements. Donc d'où la nécessité de prendre le temps qu'il faut pour y réfléchir à toutes ces questions et proposer, parce qu'une constitution, à mon avis, ce n'est pas des choses qu'on change tous les matins. Si on doit mettre en place une nouvelle constitution, une réforme, une vraie constitution, il faut que cette constitution puisse tenir au moins 100 ans, 150 ans. Il ne s'agira pas 5 ans après de dire oh oui, on va changer encore de constitution. Non. Donc pour moi, il faut y aller avec mesure. Justement, nous sommes dans une crise. Quelle solution pour la Ligue démocratique, pour le changement, pour que nous en sortions de cette crise?
Et quel aspect de la crise? La crise est multidimensionnelle. Prenons certainement de la CEDEAO, par exemple, la crise qui nous avec la CEDEAO. Récemment, il y a eu par exemple un sommet sur le Mali. Il y avait un 24 mois dans l'air. Et subitement, on avait remis ça au 3 juillet. Et subitement, on a vu de façon unilatérale le gouvernement prendre un décret pour fixer unilatéralement ses propres 24 mois, alors que vous-même, vous êtes légaliste, je vous suis depuis longtemps, vous savez bien que le délai de la transition est géré par une charte et non pas par un décret. Quelle lecture faites-vous de cela? Est-ce que cela n'est pas un enlisement d'ici le 3 juillet où la communauté internationale, la CEDEAO, la sous-région doit traiter du cas malien? Ce n'était pas ça le sens de ma question. Hein? Ah bon, allez-y. J'ai écouté les autorités maliennes. J'ai écouté aussi les autorités de la CEDEAO. Parce que c'est un problème qui concerne notre pays et qu'il est urgent de sortir du blocage qu'on a avec la CEDEAO. Parce qu'aujourd'hui, l'économie est presque à l'arrêt. Aujourd'hui, pour ne parler que de ça, l'hivernage commence, les engrais ne sont pas disponibles. Aussi, le prix de certains denrées de grande consommation ou de certains matériaux de grande consommation comme le ciment, ça devient inaccessible. Le secteur du bâtiment est presque à l'arrêt. Or, si le bâtiment est à l'arrêt, c'est toute une chaîne derrière qui souffre et qui ne fonctionne pas. Et aussi, on commence à manquer de certains produits sur le marché malien. Donc, il est important et plus que urgent de trouver une solution avec la CEDEAO. Je pense qu'il n'y a pas d'alternative à la CEDEAO. Il faut négocier, se mettre d'accord avec la CEDEAO, trouver un compromis. Je le pense. Et c'est plus que urgent. Si on peut même trouver la solution avant les 3, il faut le faire, négocier certains aspects. Donc pour nous, encore une fois, nous insistons sur la coopération avec les pays voisins. Le dialogue avec la CEDEAO doit continuer et il est impératif et important pour sortir de la crise que nous avons et d'être en harmonie avec les pays voisins. Allez-y, Chana, pour votre dernière question. Ma dernière question, Monsieur le Président de la Ligue, on vous sait ambitieux. Vous pensez, vous croyez que vous avez un destin national? Est-ce que vous gardez toujours cette ambition? Et pourquoi, encore une fois, pourquoi vous voulez être président du Mali? Pourquoi? J'espère que vous ne confondez pas prétention et ambition. Pas du tout. Je n'ai pas parlé de prétention, mais je parlais d'ambition. Nos ambitions sont sans limite pour le Mali. Je n'ai pas parlé de prétention, encore une fois. J'ai dit nos ambitions sont sans limite pour le Mali. Nous voulons faire du Mali un pays émergent dans un futur très très proche. Donc nos ambitions à ce niveau sont sans limite. Nous voulons mettre tout en place, mobiliser les Maliens et tous les Maliens, rassembler les Maliens, faire les changements nécessaires pour qu'on puisse avoir cette émergence le plus rapidement possible. Il n'y a pas de raison quand on voit les potentialités de notre pays. Il n'y a pas de raison quand on voit les ressources humaines qu'on a dans ce pays. Il n'y a pas de raison que nous soyons dans la situation que nous vivons actuellement. Il n'y a pas de raison. Ça passe par un certain nombre de préalables. La paix. Il faut faire la paix à l'intérieur, entre nos Maliens, rassembler, avoir l'unité nationale, recoudre le tissu social. Ça passe aussi par la coopération et la bonne amitié avec les pays voisins. Ok? Une question de relance par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est vrai votre ambition, vous voulez être président, je l'ai dit, je l'ai répété. Quels sont vos atouts par rapport à ça? Vous êtes président de la République. Vous comptez sur quoi? Nous comptons sur les Maliens qui ont dit qu'ils ont besoin d'un pays fort, d'un pays en harmonie avec les autres pays, mais aussi de ce besoin de changement qui a été exprimé. Par exemple, lors des législatives de 2020, où les grands partis, ou supposés grands partis, ont eu beaucoup de difficultés et que des petits partis comme les nôtres ont pu faire entendre leur voix. Je rappelle qu'on avait pu on avait eu un siège à l'Assemblée nationale, donc nous faisions partie des partis qui étaient représentés à l'Assemblée nationale. Après la suite des événements, on connaît. Donc aujourd'hui, je pense que les Maliens ont besoin de changement, eux, on sort de changement. Et aujourd'hui, un des partis politiques qui porte cet espoir de changement, c'est bien évidemment la Ligue démocratique pour le changement. Parce que nous n'avons jamais caché
notre volonté de nous battre pour la bonne gouvernance. Nous n'avons jamais caché notre volonté d'avoir un nouveau Mali. Et c'est ce travail que nous continuons. C'est cette ligne que nous essayons de garder. Et c'est cette ligne que nous allons garder. Vous minimisez vos atouts. Vous ne parlez pas de vos atouts. Sauf que votre candidat a quand même été recalé par la Cour constitutionnelle. Allez-y. Dernière question. Il refuse de parler de ses atouts. J'ai dit tout à l'heure que la Cour constitutionnelle a complètement dysfonctionné pendant ces événements. Tout le monde le sait. Et on s'est même retrouvé normalement avec une Cour constitutionnelle que personne ne peut toucher, suivant les textes, qui a été dissoute dans des conditions que tout le monde sait. Donc, la dernière question, c'est une question, c'est une interrogation de l'expert qu'il est. Parce que j'ai l'habitude d'entendre certaines choses alors qu'il est passé par l'armée, telles que nous avons aujourd'hui la meilleure armée l'une des meilleures armées du monde, et que ce qui a été investi en si peu de temps ne l'a jamais été pendant les 30 dernières années. Vous qui êtes passé par ces rouages-là, ces dédales-là, quelle teneur donnez-vous à des déclarations comme ça qui viennent par exemple d'un Premier ministre, du chef du gouvernement? Ça me permet, avant de répondre à la question, de dire on aurait eu la meilleure armée du monde. C'est pas pour autant que la Ligue démocratique choisirait de faire la paix au Mali avec l'armée seulement. Nous pensons que la paix, c'est d'abord le dialogue. Nous pensons que la paix, c'est d'abord l'éducation. Nous pensons que la paix, c'est d'abord les réformes institutionnelles qui vont permettre à ce que tous les Maliens se reconnaissent dans ce que nous faisons. Ça passe par la décentralisation, ça passe par le partage d'un certain nombre de niveaux de prise de décision, ça passe par une répartition des richesses. Nous pensons que c'est ça. Et donc aujourd'hui, vouloir dire on concentre tout sur l'armée, nous on est un peu réservé par rapport à ça. Donc le discours qui consiste à dire oui, nous avons mis beaucoup d'argent dans l'armée, pour moi ça c'est pas ça la solution. C'est pas ça la solution. C'est pas ça la solution. Non, on veut surtout votre appréciation de la crédibilité d'un tel discours. Comment peut-on en si peu de temps investir en équipement plus que les 30 dernières années? Parce que c'est ça qui est un peu... vous adhérez à cette rhétorique? C'est possible même. Oui. Est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'il est possible même? La crédibilité d'un tel discours, c'est ce qui nous intéresse. Les éléments de comparaison, c'est toujours difficile. Je ne sais pas sur quel élément de comparaison le Premier ministre se base. Donc la parole d'un Premier ministre, on doit supposer que c'est suffisamment informé quand il dit qu'ils ont mis beaucoup d'argent. Je pense que il faut lui accorder le bénéfice du doute. Il a dit beaucoup d'argent, mais il a dit plus que les 30 premières années. Mais je ne sais pas comment il fait la comparaison. Voilà, donc je ne peux pas juger. Monsieur le Président, je ne peux pas juger. Voilà. Moi, en général, nous allons à présent mettre un terme au débat pour le compte de cette audience. Le jury va se retirer pour procéder à la délibération. Vraiment, nous sommes dans le secret de la délibération. Bon, pas de secret, on va le faire cela. Le siège. Oui. Le siège, j'étais vraiment, j'aime bien le mot émerveillé, mais pas subjugué par sa prestation de ce soir. Et je vis un homme qui a une grande perception structurée et structurelle des problèmes du pays, et qui les a abordés avec vraiment une posture d'homme d'État, à laquelle d'ailleurs il prétend. C'est vrai que par moments, il y a eu un peu de réserve due à la nouvelle école qu'il a commencé à fréquenter, qui est l'école politique, et qui consiste à un peu à marcher sur des œufs, à faire dans la prudence, tout ça. Bon, on ne va pas lui en tenir des griefs pour ça. C'est le propre de tous les acteurs politiques. Il ne doit pas payer des choses pour ça. Et je vous demande vraiment de le juger en fonction de cette brillante prestation, et à vous de décider de ne pas le condamner et comment ne pas le condamner. Merci, Monsieur le Président. À l'entame de cette émission, j'avais dit que la dernière fois où on avait rencontré, où on avait reçu
le général, il a esquivé beaucoup de questions. Que j'avais vu le général, la grande muette au lieu de politique. Mais très honnêtement, aujourd'hui, je ne dirais pas comme Draman que je suis émerveillé, mais surpris par sa prestation d'aujourd'hui, parce que je retrouvais le politique, sans langue de bois. Il dit les choses avec éloquence, avec finesse. Il s'oppose à la trajectoire de cette transition. Dans certains domaines. Il le dit avec finesse, avec courtoisie. Les élections par rapport à la CENI, il n'est pas d'accord avec la transition. La Constitution, il n'est pas d'accord avec la transition. Le partenariat, la brouille avec la CEDEAO, il n'est pas d'accord avec la transition. L'armée, bien sûr, tous les Maliens aujourd'hui soutiennent notre armée. Il est un général, il n'a pas d'autre choix que de soutenir l'armée. L'accord d'Alger également, il l'a soulevé. Il a décliné sa vision. Une vision très claire, structurée, avec des ambitions très claires pour le Mali, une ambition sans limite. Même si, par humilité, j'allais dire, par modestie, il n'a pas voulu parler de ses atouts. Je pourrais comprendre cela. L'économie, il a abordé, là aussi, il n'est pas d'accord. Il a une situation, il a dépeint une situation sans complaisance. Les engrais, les denrées, le bâtiment qui va mal, tout va mal. Vraiment, il a été très clair, très précis, contrairement à la fois dernière. Monsieur le Président, on ne peut pas le condamner. Oui. Il faudrait l'acquitter, vraiment, et je pense que c'est un prétendant très sérieux à la présidence de la République, à la magistrature suprême. À la magistrature suprême, par rapport à son discours. Il est correct, il est structuré, et on ne lui connaît pas un pantalon tourné à part le coup d'État de Sanogo dont il est l'un des principaux acteurs. Oui. Vraiment, libérez-le des liens d'accusation en attendant. Peut-être un jour, on va parler de ce crime imprescriptible. D'accord. Mon général. Mon général, au bénéfice de ces deux réquisitoires très favorables, je suis à l'aise. Réquisitoire favorable, c'est favorable. Réquisitoire favorable, hein, parce que vous me donnez le choix peut-être de condamner ou de ne pas condamner un accusé brillant, structuré, et même qui a vraiment évolué en termes de finesse. Donc très difficile pour moi de le retenir dans les liens de l'accusation. Mon général, vous êtes à quitter. Merci infiniment, merci à vous. Et merci à la chaîne Renouveau et à vous-même qui m'avez donné l'opportunité d'être là ce soir. Et aussi merci infiniment à ceux qui nous ont suivis sur Renouveau. Et à très bientôt, je l'espère. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission, le grand jury, qui recevait bien entendu comme invité le général Moussa Sinko Koulibaly, aujourd'hui président de la Ligue démocratique pour les changements ou la LDC. Au revoir.